Bonjour et bienvenue, euh, chers collègues, chers partenaires, chers distingués panélistes. Au nom de notre directrice exécutive, Dr Nana Chantewa Fadzinou, et Madame Omulara Balogun, chef de l'unité plaidoyer et influence politique, nous avons l'immense plaisir de vous souhaiter bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la série de dialogue politique en Afrique de l'Ouest, ce que nous appelons WACPODIS. Alors, cette rencontre se tient à un moment critique pour notre sous-région et en particulier le Togo. Nous savons que la démocratie, l'espace civique et les droits humains au Togo font face à des menaces croissantes depuis de longues décennies et ces menaces sont à la fois visibles et systémiques. Les récentes évolutions de la situation politique du pays témoignent des défis visibles, des défis majeurs, des révisions constitutionnelles controversées, un espace civique sévèrement restreint, une répression d'une férocité rare à l'encontre des défenseurs des droits humains et des leaders politiques, ainsi que des enlèvements et des assassinats. Ces réalités soulignent l'urgence de renforcer notre solidarité régionale et notre engagement collectif pour la protection des droits fondamentaux et la consolidation de la démocratie. Alors, ce webinaire a pour objectif non seulement d'examiner de manière critique les défis auxquels le peuple togolais est confronté, mais également de réfléchir aux actions concrètes à entreprendre afin de définir des solutions collaboratives et durables pour soutenir le Togo et préserver un espace civique plus ouvert et plus inclusif dans notre région. Nous espérons qu'au terme de cette session, les recommandations fortes et applicables verront le jour pour renforcer les efforts de plaidoyer et promouvoir une gouvernance démocratique respectueuse des droits humains. Nous souhaitons, nous vous souhaitons des échanges riches et constructifs dans un esprit de solidarité et de responsabilité collective. Alors aujourd'hui pour la session, nous avons pour la facilitation Monsieur Maman Kakatouda qui nous vient du Niger. Maman est un expert en droit public. Il est journaliste engagé et un fervent défenseur des droits humains. Il exerce actuellement les fonctions de chargé de projet au sein d'Alternative Espace Citoyen au Niger, comme je disais. Alors, lorsque nous nous sommes approchés de Monsieur Maman Kaka pour la facilitation, ils avaient prévu faire un voyage aujourd'hui à Filingué, situé à 183 km de Niamey. Et l'objectif du voyage, c'est de visiter Moussa Tsangari, qui est le SIG de leur organisation. Il a été arrêté depuis le 3 décembre 2024 et déporté dans une prison située à 183 km de Niamey. Et au nom de ce webinaire, ils ont repoussé leur visite pour demain. Donc, nous en profitons pour dédier ce webinaire à Moussa Tchangari ainsi qu'à tous les autres détenus euh, qui croupissent dans des prisons au Togo et dans d'autres pays de la sous-région au nom tout simplement de la défense des droits humains. Donc, je viens d'introduire notre modérateur et je lui laisse la parole afin de conduire la suite des échanges. Merci, Monsieur Maman Kaka, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher camarade Al-Nouji. Merci vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez, l'opportunité que vous donnez à l'association alternative Espace Citoyen à travers ma modeste personne pour pouvoir conduire ou en tout cas modérer ce webinaire. Vous faites bien de rappeler que notre secrétaire général a été arrêté après avoir effectué un voyage en Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la déclaration de DIDH, notamment en ce qui concerne le droit international humanitaire. Il était de retour, malheureusement, il a été pris et ça fait aujourd'hui plus de 8 mois qu'il est arrêté et il est suivi
plusieurs chefs d'inculpation, hein, vraiment atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État avec des puissances étrangères. Donc, ce sont des infractions criminelles très graves où chaque chef d'inculpation pris individuellement peut lui coûter au moins 20 ans de prison. Donc, c'est pour vous dire la gravité. Nous avons une pensée particulière à lui. Merci également à nos camarades de WAXI, notamment l'Institut de la société civile d'Afrique de l'Ouest, à travers la plateforme Série de dialogue politique en Afrique de l'Ouest, qui organise de temps à autre des séries de réflexions afin vraiment de promouvoir et de consolider la démocratie, l'état des droits et les droits humains dans l'espace ouest africain qui est véritablement menacé. Vous faites bien de rappeler qu'au Mali, au Niger, au Burkina, quand vous prenez en Guinée, il y a une interruption des processus démocratiques avec des atteintes graves, les questions de violation des droits humains. Et nous allons tenter vraiment de discuter avec vous, avec les panélistes sur ces sujets, mais avec un focus cette fois-ci sur le Togo, qui est aussi un cas emblématique vraiment de remise en cause de la démocratie et de l'état de droit. Donc, notre thème aujourd'hui s'articule autour du Togo à la croisée des chemins, défendre la démocratie et les libertés civiques. Alors, pour discuter de ces thématiques, nous avons trois invités. Nous avons M. Rodrigue Ahego, le gestionnaire des programmes de la coalition Tournant la page Togo. Nous avons Mme Karel Latitia Koli, militante féministe et des défenseurs des droits humains, elle vient de la Côte d'Ivoire, et professeur David Dossé, coordinateur national de la coalition Tournons la page du Togo. Nous allons, dans un premier temps, discuter d'abord pour comprendre, faire une analyse critique des défis et de la situation actuelle du Togo, où nous allons donner tour à tour la parole à nos invités. Et dans une deuxième phase, la deuxième session, on va parler sur les rôles des parties prenantes et les recommandations pour restaurer la démocratie, l'état de droit dans ces pays. Sans transition, je pense qu'on peut faire abstraction de présentation, en tout cas de l'agenda que chacun a pu avoir. Et s'il n'y a pas eu de suggestions ou d'amendements, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que nous allons respecter le temps qui nous est imparti. La première question est adressée à M. Redrick du Togo. Si vous nous entendez, M. Rodrigue, veuillez bien nous en parler sur les principaux défis politiques, sociaux en matière de droits de l'homme auxquels le peuple togolais est confronté sous le régime du président Faure Gnassingbé. Comment la répression des voix dissidentes et le rétrécissement de l'espace civique ont-ils affecté les citoyens, les médias et les mouvements sociaux vis-à-vis de la démocratie? Vous avez 7 minutes pour nous en parler de ce sujet. Merci, M. Rodrigue. Je vous laisse la parole. En vous disant d'abord merci. Merci d'avoir organisé ce webinaire qui nous permet de revenir sur la situation du Togo, qui est quand même un cas d'école, hein. Le Togo, c'est un pays, très petit pays, mais qui est un véritable laboratoire en termes de modèle antidémocratie en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. N'oubliez pas que depuis 1967, donc depuis près de 6 décennies, c'est la même famille qui dirige le pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons d'une dictature militaire et dynastique. En 2005, au décès du général Eyadema, qui est le père du président actuel, si nous avions suivi les dispositions constitutionnelles, il est fort probable que nous aurions pu obtenir une alternance démocratique à la tête de la nation. Mais on se souvient que le 5 février, jour du décès, de l'annonce du décès du président Eyadema, au soir du 5 février, nous avons vu des officiers généraux des forces armées togolaises venir à la télévision et nous annoncer clairement qu'ils confiaient le pouvoir au fils du général. Et c'est donc depuis cette date que le président Faure Gnassingbé a hérité du pouvoir et tout est mis en œuvre pour une conservation, une confiscation du pouvoir. Quand je dis tout est mis en œuvre, cela sous-entend bien sûr les tripatouillages des textes
texte de la Constitution, texte du Code électoral. Cela veut dire la restriction de l'espace civique. Et quand je parle d'espace civique, pour moi, c'est l'espace physique d'abord, où on vous empêche d'être sur le terrain, on vous empêche de manifester, mais c'est aussi l'espace euh, numérique, virtuel, où on bloque Internet, on restreint l'accès aux différentes applications, mais aussi c'est la restriction de l'espace légal, où on crée de nouvelles lois pour vous enfermer dans un carcan. C'est la loi contre les manifestations, on corse la loi, même si les Nations Unies écrivent en disant que cette nouvelle disposition que vous avez ajoutée à la loi, elle n'est pas, elle ne répond pas aux normes et standards internationaux en termes de démocratie. L'État fait fi de tout cela et donc l'espace civique est vraiment restreint. Et de plus en plus, nous parlons même d'un verrouillage de l'espace civique dans ses différentes dimensions. Donc, l'espace physique, l'espace virtuel numérique et enfin l'espace légal avec de nouvelles lois qui tendent à renforcer le verrouillage de l'espace civique. Alors, les conséquences, bien sûr, c'est cela éloigne de plus en plus la possibilité d'une alternance démocratique. Les forces sur le terrain sont de plus en plus bâillonnés. Vous avez beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se retrouvent en prison sur des motifs totalement fallacieux. Vous avez des personnes qui sont obligées de s'exiler pour ne pas se retrouver en prison. Donc vous avez des menaces permanentes sur tous ceux qui interviennent dans le domaine de la défense des droits humains ne sont jamais organisés selon les normes et standards internationaux, ce qui fait que le Togo répond vraiment à cette maxime où on dit on n'organise pas des élections pour les perdre. Et effectivement, c'est le pays où la population est extrêmement frustrée, mais à chaque fois qu'on a des élections, on a le sentiment que cette population qui est frustrée par la gouvernance finit, lorsqu'on va à des élections, finit par donner toute sa confiance au parti au pouvoir, au gouvernement, au régime en place. Voilà donc un peu je ne sais pas combien de minutes j'ai fait déjà, mais voilà à peu près donc le contexte dans lequel nous évoluons. Un pouvoir qui est là de façon séculaire, 60 ans, c'est beaucoup. C'est une des plus vieilles dictatures en Afrique. C'est une dictature qui est militaire. Ne faut pas l'oublier, je pense, même si on a l'impression que c'est un civil qui est à la tête du pays. Et comme le disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, on ne confie que ce qu'on a, c'est-à-dire que si les militaires ont pu confier le pouvoir au président Faure en 2005 lors du décès de son papa, cela prouve effectivement que les militaires ont une forte emprise sur le pouvoir politique au Togo. Donc c'est une dictature militaire, mais elle est aussi dynastique, cette dictature, puisque après la mort du père, c'est le fils qui en a hérité et cela a été fait en violation des dispositions de la Constitution de 1992. Et donc aujourd'hui, tout est mis en place pour conserver le pouvoir avec une gouvernance économique, une gouvernance politique et une gouvernance sociale qui sont vraiment délétères, mais tout est conçu afin que les voix dissonantes, on puisse soit les faire taire, soit les obliger à quitter le pays. Et c'est une main de fer qui devient de plus en plus oppressante pour nous qui sommes des défenseurs des droits humains. Voilà, je vais commencer comme ça, je m'arrête pour le moment, et puis je pense que dans le fil du débat, nous pourrons revenir sur certains aspects. Merci, professeur. Restez, mais en fait, j'ai envie de vous poser cette question parce que le Togo, c'est une particularité. Au même moment où au Mali, au Burkina, au Niger, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir des civils par la force, on a l'impression dans votre introduction comme si au Togo, c'est une particularité. Il y a une sorte de il y a une sorte de connexion entre l'armée et le civil. Est-ce que vous pouvez vraiment... Oui, je confirme tout à fait cette particularité que vous avez relevée. Euh, D'aucuns pourraient penser, parce que n'étant pas au Togo, que c'est un régime purement civil, avec un président du Conseil des ministres qui est un civil, et c'est lui qui a les pleins pouvoirs aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, et je vais donc en profiter pour parler dans un instant de la nouvelle constitution et de ses répercussions. Mais il faut savoir qu'il y a une très forte connexion entre la hiérarchie supérieure des forces armées togolaises et le pouvoir
dynastique, civile et dynastique, qui est à la tête du pays depuis près de 60 ans. Donc, 1963, premier coup d'État sanglant en Afrique, coup d'État entraînant le décès du père de la nation, le président Sylvanus Olympio, c'était les militaires. Ils reviennent en 1967 et cette fois-ci, ils prennent réellement euh, la tête du pays. Et le général Eyadema, donc, est président du Togo depuis 1967 jusqu'à sa mort en 2005. Là encore, on pouvait clairement dire que c'était un pouvoir militaire. À sa mort, je l'ai dit, ce sont les militaires qui viennent à la télévision et qui confient le pouvoir. Donc, ça démontre qu'ils ont confié ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire qu'ils détiennent vraiment les différents rouages du pouvoir au Togo. Il confie le pouvoir à son fils, Faure Gnassingbé, et depuis, c'est une très forte euh, coalition militaro-dynastique qui est à la tête du pays, donc un pouvoir militaro-civil. Et vous avez parlé donc de la nouvelle constitution entre-temps. Effectivement, cela participe également de ce que nous sommes en train de dire. Comment est-ce que je fais pour que, avec des stratagèmes juridico-politiques, j'habille la chose de telle manière qu'on puisse dire, ah oui, c'est un président légitime qui est à la tête du Togo. Souvenez-vous que il y a eu la, la constitution de 92 qui avait institué la limitation de mandat. Et puis le général Eyadema, au moment où il a pu reprendre un peu les rênes du pouvoir en 2002, a fait abroger cette disposition de limitation des mandats pour lui permettre de briguer encore un autre mandat qu'il a eu, mais en 2005, il décède. Nous entrons dans un cycle de violence jusqu'en 2017-2018, où nous revenons encore avec des manifestations monstres au Togo et dans la diaspora. Et cela conduit en 2019 à cette introduction, cette nouvelle introduction de la disposition limitant les mandats présidentiels au Togo. Donc tout le monde se dit, quoi qu'il en soit, même s'il décide de remettre les compteurs à zéro, au moins, il y a cette disposition qui est là, qui fera que tôt ou tard, il sera obligé de partir et le Togo pourra entrer dans un cycle d'alternance démocratique. Alors, ce qui a commencé à mettre la puce à l'oreille, c'est que après avoir adopté cette nouvelle disposition de limitation des mandats pour le Togo en 2019, 3 ans après, le Togo de nouveau s'oppose à la réforme du protocole additionnel de la CEDEAO, protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. Et cette réforme devait instituer la disposition de limitation de mandat. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce que, d'un côté, dans son pays, il dit qu'il accepte cette disposition de limitation de mandat et au niveau régional, il s'y oppose. Donc, il faut se préparer à quelque chose. C'est sûr que cette disposition, il va essayer de la contourner et ça n'a pas manqué. Donc, en 2024, nous avons aujourd'hui cette nouvelle constitution qu'il faut bien comprendre. Je vais la schématiser ainsi. On met en place un pouvoir bicéphale, deux têtes. Une tête qui n'a aucun chapeau, qui n'a aucun pouvoir, c'est le président de la République qui est là simplement pour accréditer les ambassadeurs. Et donc, franchement, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir en termes d'abus de pouvoir lorsqu'on n'a aucun pouvoir. Et pourtant, c'est à ce chapeau de président de la République qu'on accroche la disposition de limitation des mandats. Donc, en clair, le président Sanvi de Tové qu'ils ont été chercher, qu'ils ont entre eux choisi comme président de la République, lui, son mandat est limité en sachant qu'il n'a aucun pouvoir. Alors, celui qui détient la totalité du pouvoir, c'est le président du Conseil des ministres, qu'ils appellent désormais le président du Conseil. Et c'est le président Faure Gnassingbé, c'est lui. Il a tous les pouvoirs. Et lui, bizarrement, celui qui a tous les pouvoirs et qui peut donc en abuser, il n'y a aucune disposition de limitation des mandats. Et personnellement, je pense que ça a été fait tout simplement pour anticiper et répondre à cette demande pressante des populations ouest-africaines et africaines en général, disant que puisque nous n'arrivons pas à avoir des élections crédibles, mais faisons en sorte au moins que tout président ne puisse pas faire plus de deux mandats, quel qu'il soit. Il fait un mandat, il en fait un deuxième et il sait qu'il n'aura plus à organiser des élections tripatouillées puisqu'il va partir. Et donc, pour répondre à cette disposition, qu'est-ce que la nouvelle constitution permet aujourd'hui? C'est de dire que, écoutez, vous parlez de limitation des mandats, mais le Togo a cette disposition de limitation des mandats. Regardez la nouvelle constitution qui limite les mandats du président de la République. Mais nous avons tous compris que
La limitation concerne quelqu'un qui n'a aucun pouvoir et celui qui détient la totalité du pouvoir, lui, il n'a aucune limitation de mandat. Merci. Merci, professeur, c'est très bien dit. Je rappelle à nos participants que professeur Ekouye est vraiment professeur agrégé de chirurgie à l'université de Lomé. Il est vraiment une figure emblématique de la société civile togolaise, un militant pro-démocratie engagé depuis plus de 20 ans pour cette cause. Il a été lauréat en 2002 de Human Rights Defender. Il est actuellement le coordonnateur vraiment de Tournons la page du Togo. Merci, professeur, pour cette brillante intervention. Nous n'avions pas eu tort de mettre la main sur vous et toujours avec le professeur, on ne cesse d'apprendre. Bonjour, merci, professeur. Vous êtes agrégé, je disais, de l'université de Lomé en chirurgie. C'est une figure emblématique, en tout cas, de la société civile togolaise et un fervent militant pro-démocratie engagé depuis plus de 20 ans pour la cause démocratique. Vous êtes lauréat en 2002 Human Rights Defender et également vous êtes actuellement le coordonnateur de Tournons la page Togo. Merci, professeur, pour cette brillante intervention. Nous avons beaucoup appris et j'espère que les participants ont bien pris note. Merci à professeur et je reviens à monsieur Rodrigue s'il est là. Est-ce que monsieur Rodrigue est bien connecté? Oui, oui, je suis là. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur Rodrigue. Merci vraiment d'être parmi nous. Et vous, j'ai envie de vous poser cette question. Quels sont les principaux défis politiques, sociaux et en matière de droits de l'homme auxquels le peuple togolais est actuellement confronté sous le régime de Faure Gnassingbé? C'était la première question. Et comment la répression Merci. des voix dissidentes et le rétrécissement de l'espace civique ont-ils affecté les citoyens, les médias et les mouvements sociaux vis-à-vis de la démocratie? Vous avez 7 minutes pour nous en D'accord, je parler. vais y aller rapidement tout en brûlant les étapes de remerciement. Je me réjouis d'être donc à cette tribune ce matin et je me réjouis également de voir le professeur David Doucet qui est euh, qui est je vais dire mon camarade. Voilà, je le dis simplement comme ça. Et donc, merci. Je dirais dans un premier temps que le peuple togolais est, comme l'a dit tout à l'heure le professeur David, sans revenir trop sur les différentes étape est sous un régime dictatorial de Gnassingbé depuis bientôt 60 ans maintenant et c'est normal qu'il y ait beaucoup de défis. Alors, en là directement aux défis, je dirais que sur le plan politique, on peut noter dans un premier temps un défi de constitution du pouvoir. Donc, le professeur a parlé de la révision constitutionnelle de 2024-2025. Il y avait déjà une révision constitutionnelle de 2019 qui avait acté la limitation de mandat sous l'égide donc de la CEDEAO avec les deux présidents, les deux anciens présidents, Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana. Et donc, la confiscation du pouvoir avec ces révisions constitutionnelles renforce la présidentialisation du régime RPT-UNIR et rend possible un pouvoir à vie au profit de Faure Gnassingbé qui venait de passer 20 ans à la tête du pays, ce qui alimente donc la frustration populaire. Ça, le professeur David a dit beaucoup de choses là-dessus. On peut parler également d'élections non crédibles avec des résultats préfabriqués et une tradition de fraude électorale. Au Togo, les processus électoraux sont marqués par une absence criarde de transparence avec une commission électorale partiale, donc inféodée au pouvoir, la proclamation de résultats frauduleux contestés à chaque échéance. Ça nous relance vers les tristes souvenirs de 2005, soldés par au moins 1000 morts, dans un rapport venu à situer le nombre de décès entre 400 et 500. On a une cour constitutionnelle militante qui est totalement acquise à la cause du RPT-UNIR et donc à la solde du pouvoir. Ces éléments sapent la confiance dans les processus électoraux. Une fragmentation de l'opposition, donc une opposition minée par des querelles internes, une problématique de leadership et qui peine donc à s'unir, une opposition frappée de plein fouet par l'extrême pauvreté, une opposition infiltrée par le pouvoir à travers notamment ces micro-partis satellites. Et cette fragmentation de l'opposition facilite le contrôle total de tous les leviers du pouvoir par le RPT-UNIR. On a un verrouillage institutionnel. Toutes les institutions de la République togolaise, la Cour constitutionnelle, la Commission nationale des droits de l'homme, l'Assemblée nationale, la justice, l'armée sont alignés sur le pouvoir. Et là-bas, je préciserai qu'au Togo,
on a un pouvoir militaire à façade civile. Les vrais détenteurs du pouvoir sont les armées togolaises. Le professeur a parlé de 2000. L'annonce du décès de feu général Gnassingbé Eyadema, un groupe de hauts gradés qui investissent Faure Gnassingbé comme président de la République en violation de toute procédure, en violation de toutes les dispositions, y compris celle de la Constitution de 1992. Défi sur le plan social, je relève des inégalités régionales et sociales. Vous savez, le nord du Togo, en l'occurrence la préfecture de la Kosa, reste instrumentalisé politiquement, même marginalisé en matière de développement. Il y a un ministre qui avait même dit que les populations de Kara n'ont pas besoin de contestation ou de manifestation. C'est-à-dire c'est des populations qui sont censées applaudir parce que le régime a une forte implantation avec une appartenance ethnique reconnue au Kabylie. On a un taux de chômage massif des jeunes qui renforce le désespoir, l'exode et les risques de radicalisation. Vous savez, aujourd'hui, tous les jeunes ont fui les villages, les campagnes pour se retrouver à Lomé, dans la capitale togolaise. On a un déficit de services publics. Les structures sanitaires sont dans un état de déliquescence avancée, d'insalubrité totale. On a un système éducatif vétuste qui ne répond plus aux attentes, donc même des priorités actuelles sur le terrain. On a des infrastructures sociaux de base, les marchés, etc., qui sont précaires et qui, tout cela contribue à exacerber la pauvreté donc, des populations togolaises. En matière des droits de l'homme, on note la capacité de répression et de criminalisation des voix dissidentes. Vous savez, au Togo, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Les journalistes sont arrêtés, des journaux sont suspendus, des militants sont emprisonnés ou contraints à l'exil. En termes de manifestations interdites, le Togo bat un record en termes de recours à la force brute pour réprimer les manifestations, le recours donc aux moyens non conventionnels, c'est-à-dire des miliciens pour commettre des bavures et violences en toute impunité, avec en conséquence des blessés et mutilés, des morts, des assassinats et disparitions. Et donc, on se souvient de Guy Marius Sagna au Togo avec l'épisode qui a suivi, le recours aux miliciens donc, pour passer à tabac et blesser tous ceux qui avaient pris part à ce rendez-vous organisé par le député de la CEDEAO, donc de nationalité sénégalaise. En termes de séquestration et arrestation arbitraire de défenseurs des droits humains, le Togo est également inscrit, je dirais, un rang assez impressionnant, avec sa capacité en termes de traque, donc d'acteurs de la société civile, en termes de torture sur les lieux d'arrestation et de détention. Donc la restriction de l'espace civique, le professeur est revenu longuement là-dessus. Je vais ajouter, au-delà de l'interdiction des réunions publiques, au-delà des difficultés liées donc à la jouissance de la liberté d'association, au-delà des difficultés liées à la liberté de presse, on peut noter l'absence de dialogue politique sincère. La coupure de l'Internet est de coutume. Actuellement, même le niveau de débit Internet est drastiquement restreint au pays et difficilement la communication passe en interne entre les acteurs et voire avec l'extérieur. On a des stratégies de démantèlement progressif de la société civile indépendante via l'espionnage, les menaces, les intimidations, l'infiltration ou le chantage, les arrestations arbitraires en violation de toutes les règles de procédure. On a également les ciblages des acteurs civiques. On a des journalistes, activistes, artistes engagés et blogueurs qui sont surveillés notamment par le logiciel Pegasus. Ils sont harcelés et emprisonnés. On a l'impunité et avec les effets, rapidement les effets du rétrécissement de l'espace civique. On a une forte démobilisation citoyenne, on a une contrainte de la part des acteurs ou des populations à l'exil, on a un musellement des médias où des journalistes sont poussés à l'autocensure, on a un affaiblissement des mouvements sociaux. Et aujourd'hui, on assiste à une montée de désespoir chez les jeunes, chômage, exil, désengagement civique. On a une pauvreté accrue,
les inégalités régionales et frustrations profondes. On a la cherté de la vie avec l'augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Il y a de cela démesuré, exagéré. On a une augmentation des frais de péage et l'élargissement aux engins à 2 et 3 roues. On a des risques d'implosion donc sociale ou de radicalisation qui sont sur le terrain. Donc, la conséquence sur la démocratie, on peut noter la confiscation du pouvoir tel que le professeur David l'a dit, le contournement du suffrage universel et direct qui est l'un des apports de cette nouvelle constitution-là qui participe à la légitimation d'une dynastie politique qui sape les fondements de la démocratie et de l'alternance pacifique. On a une érosion de la participation citoyenne, un affaiblissement de la confiance dans les institutions, une disparition du débat public libre, une montée de la résignation ou de la colère latente. Voilà un peu tout ce que je peux rapidement ajouter merci, chers collègues et confrères Rodrigue. Mais avant de me séparer à vous, j'ai envie de vous poser cette question. On a coutume de dire que les médias sont quand même le quatrième pouvoir, n'est-ce pas? À côté de cela, outre les médias, les organisations de la société civile indépendante et les chercheurs, notamment les universitaires comme le professeur, que font en tout cas cette catégorie vraiment de citoyens pour changer un peu la donne au Togo quand on sait qu'il y a véritablement une sorte de dynastie qui est en train qui s'est installée et qui, si on ne prend garde, risque de perdurer pendant longtemps. Ben, écoutez, aujourd'hui, il faut le dire, la répression systématique amène, comme je l'ai dit, à une sorte de musulman. La presse, le quatrième pouvoir, vous l'avez dit, je ne sais pas, vous savez que notre confrère Ferdinand Haïté, par exemple, vous avez suivi ses déboires, tout ce qu'il a eu à vivre ici sur place avant d'être contraint à l'exil. Il y a beaucoup d'autres confrères qui sont en difficulté actuellement et qui sont poussés à l'exil. Il y a Carlos Quetaou qui a vu son journal suspendu. On a carrément retiré le récépissé de parution et lui-même a été contraint à l'exil. On a un autre confrère il y a quelques mois qui a aussi été contraint à l'exil, qui a dû fuir le pays parce que dans le feuilleton des persécutions de Ferdinand Haïté, ce dernier a été kidnappé et torturé dans les locaux donc, du service des renseignements à Lomé. Et il a vécu ça, porter tout ce poids d'amertume sur lui, le temps d'aller, de se frayer le chemin, d'aller se reconstruire à l'extérieur. Donc, il y a pas mal, et nous-mêmes qui parlons, nous n'allons pas essayer de personnaliser cette situation, mais écoutez, aujourd'hui, ne brise pas le silence au Togo qui le veut. Ça appartient aux courageux, ça appartient, je dirais, à ceux qui acceptent de vivre toutes les situations de détresse possibles, de subir des traitements inhumains et dégradants, acceptent les menaces et les intimidations et tout ce que je peux appeler des cadavres ambulants. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et vous savez pourquoi moi je dis aujourd'hui que le Togo est un cas d'exception. Le Togo est une curiosité. Parce que tout ce qui se passe au Togo est passé sous silence, je dirais, au niveau de la communauté internationale, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Ce n'est pas le dixième de cela qui se passe dans les pays et on voit tous les projecteurs allumés sur ces pays. Si vous revenez sur les tristes événements de 2005, vous allez voir que des forces armées sont allées jusqu'à survoler les cieux des villes en hélicoptère pour mitrailler les populations au sol. Et ceux qui ont eu comme seul lieu de refuge les océans ont été mitraillés. Donc des corps ont jonché le littoral. Et j'ai parlé du rapport de ce rapport dans lequel l'ONU a situé le nombre de décès entre 400 et 500. Dites-moi, depuis les années 90 à aujourd'hui, s'il faut faire le bilan dans la plupart des pays qui ont connu des difficultés, est-ce qu'en une seule journée, on a pu enregistrer entre 400 et 500 morts? Ça s'est passé en avril 2005 au Togo. Et donc, en 2017... Merci beaucoup, c'est bien dommage, c'est bien triste. Malheureusement, pour le cas également du Niger, du Burkina, du Togo, nous ne faisons pas exception. Quand vous prenez pour le cas du Niger, par exemple, on a une dizaine de personnes à qui on a carrément arraché la nationalité pour leur activisme. Ils sont devenus des apatrides. Aujourd'hui, ils sont contraints à l'exil.
malheureusement, et c'est ce qui se passe dans notre pays, alors même que le Niger a signé la Convention internationale contre l'apartheid qui interdit vraiment cette situation. Également, dans notre pays, nous avons une loi sur la cybercriminalité aujourd'hui qui fait que aujourd'hui tous les activistes, les défenseurs des droits humains, les lanceurs d'alerte qui s'activent à dénoncer des cas de violation des droits humains et autres sont pourchassés, poursuivis. Le minimum, c'est 1 an de prison avec 1 à 3 millions d'amendes. Donc, c'est une ordonnance qui a été prise par les militaires. Donc, c'est pour vous dire que la situation est totalement très grave dans notre pays. Merci, cher Rodrigue. Donc, nous allons revenir à notre cher de la Côte d'Ivoire, Karel. Est-ce que Karel Goli est là? Je suis là. Merci, Karel. Donc, nous allons revenir à vous pour pouvoir vous donner la parole afin vraiment de vous exprimer sur la situation. Je vais vous poser la question. Vous êtes féministe, hein, nous avons rappelé tout à l'heure, militante engagée ivoirienne et qui milite depuis plusieurs années dans le domaine de la justice sociale et de la justice entre les genres et les droits humains. Alors, madame, compte tenu du recul démocratique observé dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire et le Togo, quelles réflexions et analyses pouvez-vous apporter sur la dynastie Gnassingbé au pouvoir depuis plus de 58 ans, sans véritablement de partage de pouvoir ni véritable alternance politique? Du point de vue de la Côte d'Ivoire, comment les tensions électorales actuelles et les restrictions de l'espace civique se comparent-elles à l'expérience togolaise? On sait qu'on a hier le président qui est parti déposer sa candidature avec une foule qui l'accompagnait. Parlez-nous un peu de toutes ces situations-là. Ok. Alors, merci à mes prédécesseurs. Je pense que le contexte togolais a été bien énoncé et merci pour la question. Alors, si on devrait faire une analyse comparative entre les contextes togolais et ivoiriens, c'est bien sûr la restriction de l'espace civique, comme vous avez dit, dans une moindre mesure, mais qui n'est pas totalement absente, celle de la répression des défenseurs, des défenseuses des droits humains en Côte d'Ivoire, qui n'a pas commencé forcément en 2025, mais qui est assez symptomatique de la plupart des gouvernements et des pouvoirs qui se sont succédés. Alors, il faut dire aussi que la sous-région ouest africaine, dont la Côte d'Ivoire, le Togo, vous avez dit le Niger font partie, est une sous-région qui est en proie à autant de tensions, à autant de difficultés d'alternatives démocratiques transparentes, d'élections qui soient soumises aux standards internationaux, je veux dire, qui soient démocratiques et qui soient apaisées. Donc, je pense que le 4e mandat, ou plutôt le 2e mandat de la 3e République, aujourd'hui, selon la partie qu'on prend, pose problème en Côte d'Ivoire quant à sa légitimité ou quant à sa légalité. Alors, quand on a une majorité au pouvoir qui estime que légalement, le président actuel de la République peut encore briguer ce mandat-là, nous avons une opposition, nous avons une partie de la population qui aussi estime que tant au point de vue légal qu'au point de vue légitime, populaire, ce 4e mandat-là n'a pas lieu d'être. Alors, ce qui se passe, je pense que la Côte d'Ivoire est aussi au devant de la scène. Nous avons des lois, des ordonnances d'abord. L'ordonnance sur la société civile qui a été prise depuis 2024, qui a réduit considérablement les pouvoirs même de la société civile, de sorte à empêcher celle-ci à pouvoir se déployer dans des périodes critiques comme celle des élections d'octobre 2025. Donc, cette ordonnance a justifié la prééminence du pouvoir exécutif, son caractère absolutoire,
cette ordonnance donne pouvoir à l'exécutif de sanctionner sans forcément sans forcément grande, sans forcément grand pouvoir la société civile. Mais encore, au-delà de l'ordonnance de 2024, nous avons la loi qui semble être au service même de la majorité présidentielle. Donc, vous avez vu le cas de M. Thiam. Selon ce qu'on peut interpréter, nous avons un prétendant à la magistrature suprême qui aujourd'hui se retrouve inéligible parce que non ivoirien. Donc, le débat de la nationalité fait encore surface et on sait que en Côte d'Ivoire, ce sont des débats qui ont longtemps fait couler d'encre et de salive et qui sont certaines fois à la base de tensions, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient nationales, et qui reposent le problème aujourd'hui de qui est ivoirien, qui ne l'est pas, à quel moment on parle d'origine, à quel moment on parle de nationalité, et comment justement de tels arguments peuvent être instrumentalisés. Donc, on a l'instrumentalisation, je l'ai dit, de la justice. Nous avons une réforme constitutionnelle de 2020 qui a donné tous les 3 pouvoirs au président de la République. Donc, nous avons passé le cap du régime présidentiel pour un régime présidentialiste, donc détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Le président de la République a l'initiative des lois et il est aussi celui qui contrôle le pouvoir judiciaire assisté par le Conseil national de la magistrature. Alors, pour terminer, en Côte d'Ivoire, je pense que les élections de 2025 aujourd'hui posent un énorme problème de légalité. Le président a déposé sa candidature hier à la commission électorale indépendante avec une foule, nous l'avons constaté. Et justement, depuis 2020, suite à la COVID, il avait été décidé que les rassemblements publics devraient être soumis à une autorisation de la préfecture. Malheureusement, cette disposition n'a jamais été retirée, même après la pandémie. Et tout ce qui est mouvement de foule, tout ce qui est marche, reste soumis à l'autorisation préfectorale. Et nous l'avons remarqué, la dernière marche de l'opposition a dû vraiment se faire contre vents et marées. Voilà. Donc, on a toujours cette même restriction de l'espace civil au niveau de l'Internet. Je vais ajouter la police de lutte contre la cybercriminalité aujourd'hui qui semble, je vais dire qui semble, pour lui donner le bénéfice du doute, qui semble être inféodé au pouvoir, dont on a l'impression qu'elle menace même les internautes avec des phrases comme la peste se vous regarde. Donc, on a vraiment cette surveillance de l'espace numérique grâce à l'appareil répressif de l'État incarné par cette police. Voilà, M. Maman, si vous avez d'autres questions, je suis preneuse. Merci beaucoup, cher Karel. C'est très clair, mais j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation politique au Togo et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une certaine similitude? Ou bien, quelle analyse faites-vous? Oui, et de toutes les façons, il y a une similitude dans la mesure où nous ne sommes pas forcément dans une dynastie qui se maintient au pouvoir, mais nous avons quand même le même système, on va dire, de manque d'alternance qui est exercé par la majorité présidentielle. Nous avons l'instrumentalisation de la loi, nous avons des réformes constitutionnelles qui, à terme, ont pour but justement de pouvoir faire durer le plus possible, sinon éternellement, la majorité présidentielle. Nous avons au Togo comme en Côte d'Ivoire la peur chez les populations civiles de pouvoir vraiment s'exprimer sur des questions d'intérêt général ou d'intérêt public. Nous avons de la liberté de la presse qui aujourd'hui a pris, qui aujourd'hui est très restreinte. Donc, je pense que
de part et d'autre des contextes, nous avons les mêmes éléments. Il s'agit de la démocratie qui a un problème, il s'agit des institutions qui manquent d'impartialité, il s'agit euh, de la séparation des pouvoirs qui n'est pas respectée, il s'agit de l'indépendance de la magistrature qui manque et aussi la redevabilité qui n'existe pas. Et si on veut regarder le pouvoir togolais et ivoirien, nous avons cette suprématie en fait du pouvoir politique qui semble ne plus être au service de l'État, mais au service de la nation, au service des populations, mais plutôt contre lui et qui n'hésite pas ou qui n'hésiterait pas à utiliser des moyens répressifs si ce pouvoir est menacé. Merci beaucoup, cher Karel. Merci vraiment à toutes et à tous, en tout cas pour cette première partie, notamment en ce qui concerne l'analyse critique des défis et de la situation actuelle du Togo. C'est assez clair. J'espère qu'on a à peine 5 minutes comme ça pour pouvoir boucler cette première partie. J'ai vu que dans le chat, il y a des gens qui ont posé quelques questions. J'ai vu quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'au Togo, cadre légal sur la protection des défenseurs des droits humains ou en tout cas sur les activistes, il y a une question comme ça dans le chat. Mais je donne la parole vraiment à présent à ceux qui veulent bien prendre une ou deux questions rapidement. Nous allons siffler 2 à 5 minutes et revenir sur la deuxième partie, notamment sur le rôle des parties prenantes et les recommandations pour restaurer la démocratie. Est-ce qu'on peut répondre à la question du chat dans un premier temps? Oui, allez-y, répondez si vous voyez à la question du chat. D'accord, merci beaucoup. À cette question, je dis qu'il n'y a pas de disposition légale en matière de protection des défenseurs des droits humains au Togo. Le processus a été enclenché, on est avancé, et puis ça a été une initiative même des organisations de défense de l'homme. Et on a proposé au gouvernement des documents qui ont permis d'avancer sur un avant-projet de loi. Et les travaux ont été bloqués au niveau des tentatives du gouvernement de redéfinir ce qu'est défenseur des droits humains, contrairement à ce qui était déjà contenu dans les documents de l'ONU auxquels le Togo a adhéré sans grand débat. Et donc, nous, on a compris juste qu'il s'agissait déjà de poser les jalons d'une manipulation donc, de ces dispositions-là et on s'est opposé à l'idée de redéfinition de ce qu'est défenseur des droits humains. Donc, récemment, quand je dis récemment, je crois que c'est en 2023, il y a eu, vers la fin de l'année 2023, si j'ai bonne mémoire, il y a eu un colloque organisé par le gouvernement et on a même invité des consultants français qui sont venus et malheureusement pour eux, ces consultants-là se sont alignés sur notre position et ça n'a pas plu au régime et les travaux ont été interrompus à ce niveau-là. En dehors de la tentative de redéfinition de ce qu'est défenseur des droits humains, le gouvernement togolais propose également la délivrance de cartes de défenseurs des droits humains et on a compris en même temps ce qu'ils veulent en faire et on s'est opposé à cela. Donc voilà un peu les éléments de réponse que j'apporte à cette question. Donc clairement, il n'y a pas à ce jour des dispositions de protection des défenseurs des droits humains. Merci. Nous avons des mains levées. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Witan. Merci beaucoup, cher Kaka, des modérateurs de la région. Je suis très heureux de participer dans cette réunion. Je suis Ladislas. Pour le cas de l'alternance, au niveau du continent africain, c'est devenu donc une monnaie courante au niveau de tous les pays. Alors, j'aimerais savoir comment s'y prendre et plus précisément par rapport à la vision du féminisme au niveau du continent africain, par rapport à cet aspect d'alternance au pouvoir, là où ça devient comme des royaumes au moment où ce n'est plus le moment, comment s'y prendre et quelle est l'implication de la femme dans tout ça. Merci beaucoup. Merci Witan. Adamou Omar, est-ce que vous pouvez prendre la parole rapidement? Ok, merci beaucoup. Merci surtout à nos orateurs du jour. Moi, j'ai surtout aimé tout ça là, mais moi, je me demande la question. Parce que tout ce que les trois ont pu
démontré, ce n'est que des problèmes. Mais il n'y a pas de solution en termes d'intervention ou d'alternative proposée en tant qu'acteur. Qu'est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui pour pouvoir changer tout cela? En plus de cela, mon intervention, c'est surtout la question d'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, cette concurrence de gestion de pouvoir entre militaires et population civile ou acteurs politiques depuis l'indépendance, comme le cas de notre pays, le Niger, que tu connais très bien. On dirait qu'il y a une concurrence ou une complicité pour pouvoir gérer et contrôler le pays. Maintenant, la question des droits humains, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, on peut parler des pays qui respectent quand même ces droits humains, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire et même dans nos pays? Parce que la question est quelque chose où le défenseur des droits humains est vu comme quand même un démon. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond qu'il fallait faire, surtout sur la population, et qui va nous permettre quand même de mieux avancer? Parce que lorsque la population comprend mieux les enjeux, ça va nous permettre aussi d'avancer en tant qu'acteurs sur le terrain. Merci beaucoup. Merci Adamou Umoru. Je me rends compte que c'est mon compatriote. Adamou, il est un acteur, un fervent acteur, défenseur des droits humains. Il se bat beaucoup pour la question de la redevabilité et en tout cas de reddition des comptes dans notre pays. Merci Adamou. Madame, vous avez la parole. Ou chers panélistes, vous avez la parole tour à tour, rapidement. 5 minutes, une minute 50 pour chacun. D'accord. Alors, pour la question qui m'avait été posée, bon, avant cette question, déjà, je voulais rebondir sur, nous avons la loi de 2014 qui porte protection des défenseurs des droits humains, mais la Côte d'Ivoire a aussi rétrogradé en matière de mécanisme régional puisque les individus ne peuvent plus se prévaloir devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il y a vraiment ce recul-là même par rapport aux défenseurs des droits humains. Alors, comment est-ce que l'alternance politique peut être envisagée au niveau du féminisme? Déjà, il faut dire que le féminisme va promouvoir l'égalité entre les êtres humains. Donc, quand on parle d'égalité, déjà, on parle de respect des règles démocratiques, de l'état de droit, d'éducation politique. Et je pense qu'aujourd'hui, notre sous-région, ou plutôt notre région africaine, on proie à autant de défis parce qu'on manque. Donc, on a chaque génération qui manque vraiment cette éducation politique de base, ce respect des règles fondamentales de l'état de droit, de la chose publique, des règles, en fait, fondamentales, de telle sorte qu'on érige année après année, décennie après décennie, des populations qui n'ont aucune notion vraiment de ce qu'est la politique, parce que justement, on va dire, l'ignorance sert l'impolitique. Donc, on a aussi des gouvernements qui se servent de cette ignorance. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsqu'on a des populations qui pensent que une infrastructure est donnée par le président de la République, alors que très clairement, cela fait partie de son devoir, nous payons des impôts. Donc, il y a forcément cette question d'éducation politique que le féminisme tend à faire et à faire par rapport aux femmes, par rapport justement aux femmes dans le secteur de la sécurité, dans le secteur, on va dire, des droits humains, de telle sorte qu'aujourd'hui, on passe d'un pouvoir qui soit très masculin, qui soit fondé sur énormément de règles patriarcales, énormément de règles qui vont vulnérabiliser encore plus les populations vers quelque chose de plus égalitaire, quelque chose qui va prendre en compte fondamentalement les droits humains comme le féminisme va le proposer. Donc, comme c'est très rapidement, M. Maman, voilà, je donne... Merci, cher Khalel. Bon, il n'y a pas de questions spécifiques à l'endroit du professeur David ni à l'endroit de Rodrigue, mais je vais quand même leur donner une minute s'ils ont envie de réagir. Mais je rappelle que par rapport à la question de mon collègue, de mon compatriote, je pense que dans la deuxième partie, nous allons la traiter parce que le rôle des parties prenantes et les recommandations pour restaurer la démocratie. Professeur, est-ce que vous avez envie de dire un mot? Bon, juste un mot pour dire que je rejoins totalement Madame Carrel.
par rapport à son dernier développement, où il y a vraiment un travail important à faire à l'endroit de la population, parce que malheureusement, les gouvernements antidémocratiques se nourrissent de l'ignorance des populations. Il y a un travail, même s'il est difficile, parce que les gouvernements le savent, hein, ils mettent des bâtons dans les roues, ils vous empêchent de sortir, ils vous empêchent d'aller à la rencontre des populations. Je ne sais pas combien de réunions n'ont pas été empêchées ici au Togo. Vous êtes en pleine réunion, les gendarmes débarquent et ils vous dispersent. Donc, c'est la réalité, mais je suis totalement d'accord avec elle. Et je vais peut-être finir en disant que les difficultés que nous avons dans cette lutte démontrent vraiment la nécessité de coaliser aussi les forces des organisations citoyennes. Il faut que les forces ivoiriennes puissent avoir le soutien des forces du Togo, vice-versa, que nous puissions avoir le soutien des forces de la Guinée, du Mali, du Ghana, du Nigeria, etc., etc. Et cetera. Et je pense que c'est comme ça que nous pourrons agir et impacter de façon efficace, peut-être au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, et avoir une chance de gagner cette bataille. Merci. Cher Rodrigue, un mot? Oui, merci. Oui, rapidement, je dirais que la particularité dans la situation que nous avons aujourd'hui, c'est que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest surtout se copient. Quand c'est parti au Togo avec la dévolution dynastique du pouvoir, vous allez constater que juste après, c'est un syndrome qui a pris un pays comme le Gabon et après, ça a pris un pays comme le Tchad et ça continue. Quand il s'agit, par exemple, de la question de mandat au-delà de la limite imposée par les constitutions, il a fallu, là, je nous ramène en 2018, il a fallu, par exemple, que Nana Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée soit, je ne sais pas s'il faut parler de désigner, soit dans la posture de facilitateur pour sauver le soldat Brian Faure-Gnassingbé qui était en difficulté à la quête donc de son 4e mandat. Et il y a eu notre cher ami, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui s'est aussi invité, je ne sais pas quel titre lui il avait particulièrement parce qu'on ne l'a jamais cité dans le lot des facilitateurs. Il s'est invité dans la danse au Togo pour permettre à Faure Gnassingbé d'avoir son 4e mandat. Et en contrepartie, vous allez suivre, le Ghana a une forte démocratie. C'est ce qui a empêché le fait que Nana Addo n'a pas pu esquisser les pas vers un 3e mandat. Mais en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a eu son 3e mandat et aujourd'hui, il est à la quête de son 4e mandat. Et en Guinée, le professeur Alpha Condé a foncé droit dans le mur avec la quête d'un 3e mandat, tout ça sous le silence de la CEDEAO. Donc, vous comprenez que c'est une sorte de solidarité des chefs d'État et c'est en cela, je dis, je suis totalement d'accord avec le professeur David aujourd'hui. Il faut qu'au niveau des peuples, s'il y a solidarité des dirigeants pour brimer les peuples, il faut qu'il y ait solidarité des peuples pour se faire entendre, pour imposer leur souveraineté. Il faut donc aussi une solidarité au niveau des organisations de la société civile pour que les droits de l'homme puissent, ou le respect des droits de l'homme puisse être une réalité dans nos différents pays. Merci. Il faut une solidarité entre les organisations de la société civile pour que les droits de l'homme soient une réalité dans nos pays. Je pense que nous avons fait le tour de table. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti. Merci vraiment à tous les panélistes. Merci vraiment aux participants d'avoir posé les questions. Merci aux réponses données. Nous allons passer à notre deuxième séance, notamment pour tenter de parler un peu sur le rôle des parties prenantes et les différentes recommandations pour pouvoir restaurer la démocratie et l'état de droit au Togo. Alors, je vais inverser maintenant quand on donne généralement aux professeurs des universités la parole, on n'a plus jamais, ou en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire. Je préfère commencer par notre cher Karel. C'est une discrimination positive que je vais faire, hein, mais en discriminant le professeur, je vais le ramener en dernière position. Karel, quelle forme de collaboration et même approche ou stratégie recommanderiez-vous vraiment aux organisations de la société civile ouest-africaine afin de soutenir efficacement la lutte des OSC et des mouvements sociaux togolais? Karel, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Maman. Je pense que le professeur pourra donner le meilleur pour la fin. Mais avant, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que les sociétés civiles
en général, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient sous-régionales, doivent prendre à bras le corps ces problèmes. Je pense qu'on a des coalitions qui existent avec Africtivistes, avec Valais Citoyens au niveau du Burkina Faso. Nous avons eu, en tout cas il y a quelques années, cette montée en puissance de coalition d'organisation de la société, des sociétés civiles qui agissaient vraiment pour la démocratie et qui aidaient chaque pays, en tout cas dans son contexte, à pouvoir avancer. Malheureusement, pour moi en tout cas, le feu s'est éteint et c'est impératif de recréer des cadres de concertation dans des pays, je vais dire, un peu moins problématiques, comme c'était le cas il y a quelques années au Sénégal, par exemple. Je dis le Sénégal parce que finalement, le Sénégal est cité comme le bon élève de la démocratie. Très souvent, les espaces sont plus libres au niveau de Dakar, au niveau de certaines autres capitales ouest-africaines, où nous pouvons installer des cadres de concertation, même en ligne, même virtuels, de telle sorte à avoir des actions concertées. Il faut dire que nos pays, quand je parle de nos pays, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo, sont aussi des puissances coloniales. Quand je parle de coloniales, par rapport aussi à notre histoire avec la France-Afrique, nous représentons en tout cas le pays des puissants, Houphouët-Boigny, on a parlé de l'ex-général Eyadema. Avec le Burkina, nous avons eu M. Compaoré. Donc, nous représentons encore des symboles d'autoritarisme assez forts que la population aujourd'hui doit être à mesure de comprendre et pourquoi pas de se dresser contre. Alors, on a parlé d'éducation politique. Je pense que ces coalitions d'organisation de la société civile aujourd'hui doivent continuer l'éducation politique avec les populations, doivent continuer les actions de plaidoyer. Malheureusement, encore, nos gouvernants restreignent tellement les engagements internationaux, tellement l'impact des organisations comme les Nations Unies qu'il est difficile aujourd'hui de faire porter nos voix là-bas. Mais en matière de coalition, c'est de commencer et de continuer les cadres de concertation et de là vont sortir des actions concrètes de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de plaidoyer, en termes de lobbying, en termes aussi de pressing ou pourquoi pas même de marche populaire, qu'elle soit dans un pays ou qu'elle soit aussi, on va dire, simultanée dans plusieurs espaces. Et pour moi, on pourra commencer ce travail-là ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Karel. Et je pense que déjà cette initiative que l'Institut de la société civile d'Afrique de l'Ouest, WACSI, essaye de faire à travers cette série de dialogues politiques en Afrique de l'Ouest, c'est aussi une sorte de stratégie qui permet en tout cas de nous reconnecter. Déjà, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Niger, le Bénin, le Burkina. C'est déjà une bonne approche. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Mais je pense qu'on peut encore mieux faire. De la même façon dont on voit nos pays, par exemple, quand vous prenez dans l'espace Sahel, ou qui est devenu AES, si vous voulez, où le Niger, le Burkina, le Mali se sont retirés de la CEDEAO et ont créé leur propre cadre, notamment Alliance des États du Sahel. Il y a urgence que nous aussi, en tant qu'organisation de la société civile, défenseurs des droits humains, qu'on puisse également nous retrouver pour véritablement mettre sur pied des véritables coalitions pour pouvoir défendre la démocratie, l'état de droit et les droits humains. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, quoi qu'on dise, ce sont quand même des valeurs universelles, bien que chez nous, ça a montré ses limites, mais il vaut mieux une démocratie bancale, comme on l'a dit, qu'une dictature militaire ou une dictature civile. Ça, il n'y a même pas à dire. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, vraiment, le respect des droits humains, c'est un des indicateurs qui mesure la santé démocratique d'un pays. Alors, merci vraiment Monsieur Maman, je voulais ajouter rapidement qu'il faut aussi remettre les questions féministes au cœur de la démocratie parce que je pense que les espaces démocratiques ont tendance souvent
à les oblitérer parce qu'on a aussi des violations très graves avec les contextes sécuritaires et terroristes sur les droits des femmes et des enfants et sur la représentativité politique des femmes. Donc ça, c'était ma dernière Ah non, intervention. absolument, absolument, absolument d'accord avec vous. Il ne peut pas y avoir une démocratie qui met à l'écart, ou en tout cas les femmes, ou en tout cas les féministes. Nous-mêmes, nous sommes vraiment solidaires hein, de toutes les luttes que les féministes nigériennes font ici dans ce pays sur certains aspects vraiment sur lesquels ils font, c'est quand même le respect des droits humains. Aujourd'hui, elles ne sont pas du tout comprises, elles ne sont pas du tout entendues. Peut-être que c'est vraiment, les gens font de mauvaise foi, mais quand même, elles font des luttes saines. Elles font dire que donner à la femme son droit, ce n'est pas en tout cas quelque chose de mauvais. Se battre pour l'état de droit, la démocratie, c'est une bonne chose, mais faudrait-il encore que nous y travaillions davantage quand on sait que nous sommes dans des sociétés à forte domination patriarcale, où même souvent, nous, les hommes, entre guillemets, hein, nous sommes les jeunes, mais nous sommes souvent on nous impose souvent certaines choses à plus fort revenu, comme il va dire aux femmes. Donc, je pense que quand on parle des droits, les mêmes droits pour les hommes, les mêmes droits pour les femmes, les mêmes devoirs pour les hommes, les mêmes devoirs pour les femmes, je pense que c'est comme ça dans le monde moderne et ça fonctionne et je suis tout d'accord. Comme j'ai dit, cher Rodrigue, merci. Comment les partenaires et les donateurs internationaux peuvent-ils aujourd'hui soutenir efficacement les organisations de la société civile et favoriser la restauration de la démocratie au Togo? C'est une première question. Et quelles recommandations, vraiment pour vous prioritaires, pourraient être reformulées pour renforcer les efforts de plaidoyer et assurer la protection durable des droits de l'homme et de l'espace civique au Togo? Merci beaucoup. J'ai quelques pistes que j'ai alignées en 7 points et rapidement, je vais avancer là-dessus. Dans un premier temps, il faut le dire, les partenaires et donateurs internationaux jouent un rôle crucial dans le soutien à la société civile togolaise et la restauration de la démocratie. Et c'est très important. Et donc, en termes de pistes, dans un premier temps, je peux parler de plaidoyer pour le déverrouillage de l'espace civique. Parce que beaucoup de projets sont restés sur, comment dirais-je, dans les chemises, tout simplement parce que le terrain n'a pas été favorable pour leur mise en œuvre. Et les organisations qui arrivent à s'en sortir sont des organisations qui ont l'esprit de créativité. Et il y a parfois la possibilité, par exemple, de délocaliser certaines activités pour pouvoir les réaliser. Et donc, c'est ce qui m'amène à faire cette proposition de piste-là, donc le plaidoyer pour le déverrouillage de l'espace civique. Et en termes de plaidoyer pour le déverrouillage de l'espace civique, il faut amener l'État togolais à faciliter les conditions de création d'organisations de la société civile en levant les obstacles qui empêchent la jouissance effective de la liberté d'association conformément aux dispositions de la loi de 1901. Vous avez vu qu'au Bénin voisin, on a revisé la loi de 1901, on a écrit une nouvelle loi et c'est vrai que les Béninois n'en parlent pas trop, mais aussi est-il que c'est une loi qui est différente de la loi de 1900. C'est à la relecture de la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Des rapporteurs de l'ONU, des Nations Unies, ont fait des recommandations que l'État togolais refuse de mettre en œuvre et je pense qu'il faut amener l'État à pouvoir intégrer ces recommandations et procéder à la relecture de cette loi-là. Il faut amener l'État togolais à reconnaître les réseaux sociaux comme moyen de communication aux journalistes afin de renforcer la dépénalisation du délit de presse. Et il faut procéder également à la relecture de toutes les lois qui portent des dispositions liberticides contraires aux standards internationaux en matière des droits humains et des libertés. Au point 2, il faut renforcer le soutien financier technique aux OSC locales. Donc, financer directement les organisations de la société civile indépendante sans passer exclusivement par l'État et rendre souples les critères d'éligibilité, surtout en matière de reconnaissance légale des organisations. Vous savez que pour la plupart des appels, on exige une reconnaissance légale des organisations, alors qu'en interne, les organisations qui dérangent, soit on retire leur agrément, ou soit on refuse de les reconnaître officiellement, et ça les empêche donc de postuler au niveau de ces appels-là. Il faut revoir ça. Soutenir les projets d'éducation citoyenne, de formation à la gouvernance, de journalisme indépendant et de documentation des violations des droits humains, renforcer les capacités
capacité institutionnelle des OSC en matière de gestion, de plaidoyer, de communication, de sécurité numérique, etc. Au 3, il faut appuyer la protection des défenseurs des droits humains, mettre en place des mécanismes d'alerte et de protection d'urgence, exemple pour bourse, relocalisation temporaire, assistance juridique, en minimisant les formalités et le délai de traitement des dossiers, une situation qui expose les acteurs en difficulté nécessitant une mise en sécurité d'urgence. Exiger et œuvrer pour la libération des prisonniers politiques et des militants arrêtés arbitrairement. 4. Conditionner l'aide des États au respect des droits. Donc, subordonner la coopération bilatérale ou multilatérale au respect des engagements internationaux en matière de droits de l'homme et de liberté publique. Publier régulièrement des évaluations objectives sur la gouvernance de l'État de l'espace civique. 5. Amplifier les efforts de plaidoyer international en soutenant la société civile togolaise et facilitant son accès aux tribunes internationales, notamment la Cour, les conseils des droits de l'homme, Parlement européen, Union africaine, Cour de justice de l'Union africaine, CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Cour pénale internationale. Mettre en place des enquêtes sérieuses et indépendantes sur tous les cas de torture, d'assassinat et de disparition forcée relevés dans les différents rapports sur les pratiques de répression au Togo, notamment les événements de juin 2025. Organiser des missions d'observation indépendantes, même hors période électorale, sur l'état de la démocratie et élargir les mécanismes d'observation électorale sur les périodes pré-électorales et post-électorales. Contribuer financièrement et en matière de diplomatie et de lobbying pour la campagne sur la limitation des mandats portée par Tournon Lapage et marquée par la remise du bâton fait d'ébène et d'or, symbole de la limitation des mandats aux chefs d'État qui respectent le principe de la limitation sans chercher à tripatuer les constitutions pour prolonger leur mandat au-delà de l'immédiat libre et la liberté numérique. Financer des plateformes numériques de sensibilisation citoyenne et des médias indépendants, soutenir la cybersécurité des activistes, journalistes, blogueurs, s'opposer publiquement aux coupures d'Internet et aux atteintes à la liberté d'expression en ligne. Et au 7, favoriser les coalitions régionales, soutenir les réseaux transnationaux de la société civile. Karel a parlé d'autres organisations. Moi, je parlerai de Tournon Lapage et d'Afriquiste, par exemple. Pourquoi pas? Il y a plein. Donc, voilà, je cite ces deux-là. Faciliter les synergies entre OSC, diaspora, syndicats et mouvements citoyens, appuyer les conférences, notamment le sommet citoyen ouest-africain, que je note, qui se déroule sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, initié par les universités sociales du Togo et le Front citoyen Togo Debout. Donc, en conclusion, je dirais que le Togo est à la croisée des chemins, soit il continue de sombrer dans l'autoritarisme renforcé, soit les forces vives unies prennent leur destin en main pour ouvrir un nouveau chapitre démocratique. L'heure est donc à la conscience, à la solidarité et à la stratégie collective. Défendre la liberté, ce n'est pas une option, c'est une urgence. Et pour y parvenir et avoir un impact durable, les partenaires doivent passer d'une logique d'assistance à une logique de solidarité stratégique fondée sur la protection, le renforcement de l'autonomie de la société civile togolaise, véritable moteur du changement démocratique. Merci. Merci beaucoup, cher Rodrigue. C'est très clair, c'est très limpide en termes de propositions. Mais avant de revenir au professeur, j'ai envie de rappeler aux participants que vous savez que la démocratie, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un bien public mondial. Mais je rappelle à toute fin utile, qui aurait pensé qu'un jour une vieille démocratie comme celle des États-Unis allait basculer. Rappelez-vous de cette fameuse date, le 6 janvier 2021, l'attaque ou l'assaut du Capitole à la suite d'un simple tweet envoyé par, à l'époque, le président actuel Trump, qui avait perdu les élections face à son challenger et qui contestait à l'époque les élections. Il a fallu, on a vu comment les Américains ont envahi. C'est pour vous dire que même les vieilles démocraties de plus de 200 ans sont toujours en construction, à plus forte raison dans nos pays. Mais ce qui se passe dans nos pays, c'est en tout cas très particulier et c'est très regardant. Ce qui fait que davantage nous avons intérêt à nous unir, à nous coaliser parce que chez nous, non seulement les constitutions sont mises entre parenthèses, on légifère par ordonnance, les voix dissidentes sont brimées, les activistes sont pourchassés, les journalistes sont enfermés, sinon envoyés de force sur le front pour combattre, alors même qu'ils n'ont jamais eu de formation
militaire. Donc, ce qui se passe en termes de violation des droits humains, on légalise la violation des droits humains pour dire que les droits humains, ce sont des valeurs occidentales, comme si l'homme noir ou l'Africain n'a pas ce droit d'être respecté. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe dans nos pays, c'est inquiétant et ça doit interpeller tout ce que nous sommes. Merci, cher Rodrigue, pour cette... Bien, je disais au professeur, parce que j'ai fait exprès de garder le professeur en dernière position, parce que généralement, quand les professeurs balisent le terrain, il n'y a plus grand-chose à dire. Cher professeur David, je vous pose cette question. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, quels peuvent être le rôle des organisations de la société civile togolaise et même celles de sous-régionales? euh, Quel rôle elles peuvent jouer dans le soutien à la lutte pour la démocratie et les libertés civiques au Togo? Quelles actions concrètes la CEDEAO, l'Union africaine et même les autres États de la sous-région devraient-ils entreprendre pour contribuer à la restauration démocratique au Togo? Professeur? Oui, merci, Monsieur Moman. Je rejoins totalement ce que Karel a dit, ce que Rodrigue a dit, et je vais essayer d'ajouter peut-être un ou deux éléments supplémentaires. La première chose, c'est que nous reconnaissons tous la difficulté contextuelle actuelle avec l'érosion démocratique qui est une évidence en Afrique de l'Ouest. Et vous avez parlé même des États-Unis. On aurait pu espérer que le leadership américain en matière de démocratie aurait pu avoir des répercussions positives dans les différents pays où nous essayons de lutter pour plus d'état de droit, plus de démocratie. Mais si au plan mondial, tout le monde s'accorde à dire que la démocratie est en recul, vous comprenez que la lutte est encore beaucoup, beaucoup plus difficile dans ce contexte. Mais la difficulté ne doit pas nous empêcher de continuer le travail en tant qu'activiste, en tant qu'acteur de la société civile. Et le rôle que nous pouvons jouer, au plan national d'abord, je dirais, à mon avis, nous avons essentiellement deux choses à faire. Essentiellement deux, ce ne sont pas les deux seules choses à faire, mais essentiellement ce travail d'information, de sensibilisation, d'éveil, de conscience politique au niveau des populations. Je pense que c'est Karel qui avait évoqué ce déficit, cette insuffisance qui fait que cela soutient la volonté antidémocratique des pouvoirs lorsque les populations, malheureusement, ne sont pas suffisamment éduquées et suffisamment informées sur l'état de droit, sur les droits et devoirs des citoyens, sur la citoyenneté engagée, etc., etc. Donc, nous avons vraiment ce travail. Nous le faisons déjà, mais je pense qu'il faut l'approfondir, le parfaire, je dirais, afin que les populations, une fois bien informées, suffisamment outillées, que ces populations soient elles-mêmes en mesure de prendre leur destin en main lorsque leur souveraineté est violée et foulée aux pieds par l'équipe dirigeante. Donc ça, c'est la première chose. Je pense également qu'il est important qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous puissions faire en sorte que une certaine lueur, une certaine lumière puisse exister sur la situation du pays. Euh, Généralement, les organisations de la société civile ne sont pas partisanes, donc ça leur permet d'avoir une voix assez objective sur la situation sociopolitique du pays. Et il est important qu'on puisse monitorer, qu'on puisse faire des rapports, qu'on puisse écrire, qu'on puisse décrire la situation du pays et qu'on ne laisse surtout, surtout pas le monde totalement ignorant de ce qui se passe dans le pays. Donc, c'est un travail important, parfois difficile à faire, mais qui nécessite vraiment un engagement des OSC afin que le monde entier puisse comprendre et savoir quelles sont les réalités dans le pays. Ça, c'est au plan national. Mais cela ne suffit pas, justement, pour inverser la tendance et soutenir la marche vers la démocratie. Je pense que nous l'avons aussi déjà évoqué dans ce débat. Nous pouvons, au niveau international, au niveau régional, mettre en place de vraies synergies citoyennes, de vraies coalitions entre organisations citoyennes, et cela permet de renforcer le combat. Je sais par exemple que Tournons la page est en lien avec Vademos, que vous connaissez certainement au Ghana, est en lien avec Africa Jom Center du doyen Aluntine, Africtiviste.
Voilà, et nous essayons ensemble de travailler sur la question de la limitation de mandat. Et je crois que ce travail en synergie, même s'il est extrêmement difficile, a permis des avancées notables à la CEDEAO notamment, où nous avons pu, au décours d'une longue discussion à la commission de la CEDEAO, revenir sur des éléments clés compte tenu justement de la nouvelle constitution du Togo. Et nous avons dit à la commission de la CEDEAO, nous étions en juillet 2024, donc il y a un an à peu près, ou un peu plus, nous y étions et la CEDEAO à la commission nous a dit, vous savez, nous allons procéder à la réforme du protocole additionnel. Mais deux pays ont des exigences. Ils ont cité le Togo et par la suite, nous avons compris que le deuxième pays, c'était la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est clair aujourd'hui que ces deux pays, s'ils acceptent qu'on puisse aller vers cette disposition de limitation de mandat, c'est à une certaine condition. Le cas du Togo, nous en avons parlé. Le Togo veut bien, mais à condition que cette limitation de mandat concerne uniquement le président de la République et non pas le vrai détenteur du pouvoir exécutif. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara veut faire un quatrième mandat et donc il voudrait certainement que si cette réforme doit se faire, qu'elle aille dans un certain sens lui permettant de briguer un quatrième mandat sans être en porte-à-faux avec cette disposition au niveau de l'institution communautaire. Donc c'est pour dire que au niveau régional, il faut véritablement qu'on puisse, en tant qu'organisation citoyenne, revoir notre façon de collaborer, que l'on puisse raffermir nos liens, que l'on puisse mettre en place des objectifs clairs, atteignables et travailler ensemble sur ces objectifs, sur ces projets, sur ces programmes. J'ai cité le cas de la limitation des mandats. Il peut y avoir d'autres éléments à identifier sur lesquels chaque organisation pourra dire, Waxi par exemple, OK, sur telle thématique, moi je m'engage parce que je peux faire beaucoup de choses sur le plan juridique ou sur le plaidoyer. Vademos dira, je m'engage également sur la même thématique. Voilà mes compétences que je pourrais apporter. Nous qui sommes au Togo, nous pourrons dire, cette thématique, elle soutient la lutte pour la démocratie au Togo. Nous nous engageons et tous ensemble, nous créons ainsi une synergie. Chacun apportant ses compétences, nous pourrons certainement avancer. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je reste convaincu, après avoir pendant quelques années lutté contre la dictature au Togo, je reste convaincu que sans le soutien des organisations sœurs, Waxi, Vademos, Africa Jom Center, Tournons la page internationale et bien d'autres, il nous sera extrêmement difficile d'y arriver en tant qu'organisation citoyenne parce que nous faisons face à un vrai mastodonte et cela fait que nous sommes vulnérables, nous sommes dans une situation extrêmement difficile et c'est lorsque nous avons vos soutiens que cela nous renforce et que cela nous protège. Merci, voilà ce que j'avais à dire. Merci, professeur. J'ai fait bien de vous donner la parole en dernière position, mais je voulais vraiment comprendre, professeur, davantage. Est-ce qu'il y a véritablement une synergie aujourd'hui des chercheurs, des universitaires, du monde intellectuel, un peu même des artistes, des grands artistes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sorte de coalition qui est en train de se créer dans notre espace en vue véritablement de restaurer la démocratie et le respect des droits humains dans nos... Parce que, quoi qu'on dise, quand il n'y a pas de valeur ajoutée en termes de la production de la connaissance, de la production de la matière, de la production du savoir, je pense que c'est toujours peine perdue. Est-ce qu'il y a une sorte vraiment de stratégie, une sorte vraiment de stratégie qui est en train d'être mise sur pied dans ce sens-là? C'est une très bonne question. Effectivement, c'est un édifice à construire. Vous avez parlé des chercheurs, vous avez parlé des artistes. Moi, j'ajouterai les leaders d'opinion, les grands sportifs, etc., etc. Et c'est donc un édifice qu'il faut construire, mais cet édifice, il est difficile à construire. Nous avons commencé quelque chose, mais nous l'avons peut-être réussi en partie. Vous avez parlé des artistes parce que pour nous également, les artistes sont des éléments importants ce sont des maillons importants de la lutte pour la démocratie. Et c'est ainsi que lorsque nous avons lancé la campagne pour la limitation des mandats, nous avons imaginé mettre sur pied un collectif artistique. Et c'est ainsi que nous avons pu réunir 11 artistes de 7 pays. Je vais citer Mewe, que nous connaissons tous de la Côte d'Ivoire. Je vais citer Didier Awadi du Sénégal,
plus d'autres jeunes artistes un peu peut-être moins connus, mais ils étaient au total 11 artistes de 7 pays différents, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et ensemble, ils ont produit une chanson sur la limitation des mandats. Et cela a également servi notre plaidoyer. Mais les artistes, je l'ai compris par la suite, ne sont pas forcément des activistes. Autant ils étaient engagés sur un projet bien précis et qu'ils ont vraiment réalisé de façon magnifique, autant il était difficile ensuite de pouvoir compter sur ces mêmes voix artistiques pour que ces voix prennent la parole lors de forats, lors de symposiums, pour toujours parler de la nécessité de limiter les mandats. Donc, alors, pour répondre, effectivement, c'est une synergie à construire. Même si nous avons commencé entre organisations de la société civile, il est clair que avec les autres chercheurs, il y a des choses à faire. Il est clair qu'avec les artistes, il y a quelque chose à poursuivre, même si nous l'avons commencé. Nous avons espéré que des sportifs qui sont mondialement connus puissent également prendre la parole pour dire, mais nous voulons quand même que les voix pardon, les libertés fondamentales soient respectées dans des pays. Ça, ce n'est pas faire de la politique, mais je pense que c'est juste défendre les valeurs fondamentales des droits humains. Et donc, oui, il faut faire ce travail, il faut le poursuivre. Et moi, je reste vraiment ouvert. Si vous avez des orientations particulières à proposer, si vous avez des noms à donner, s'il y a des pistes à explorer pour que nous puissions construire cet édifice. Et je vais finir là en disant que parce que souvent, malheureusement, lorsque nous sommes dans des conférences entre activistes, nous nous comprenons, mais ça reste malheureusement souvent cloisonné au monde des activistes. Nous n'arrivons pas à aller au-delà, à aller vers le citoyen lambda, à aller vers d'autres leaders d'opinion qui ne sont pas forcément liés au monde de l'activisme. Et ce serait vraiment intéressant de pouvoir faire de tous ces leaders d'opinion, des alliés objectifs pour la lutte pour la démocratie. Merci. Merci, professeur. Gardez encore la parole. J'ai envie de poser cette dernière question à tous les trois panélistes. Je commence par le professeur. Professeur, on sait que les partis politiques, c'est quand même des organisations extrêmement importantes dans le cadre de la promotion de la démocratie, de la restauration de la démocratie, parce que la mission des partis politiques, c'est quand même la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Malheureusement, je fais ce petit glissement parce que dans un pays comme le Niger, le Mali, totalement les partis politiques sont aujourd'hui dissous de la scène politique. Mais également, quand vous prenez le Burkina, ils ont dissous également la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Quel commentaire cela vous suscite? Alors, personnellement, je pense que CENI, la si Commission nous électorale voulons, nationale indépendante. si, Quel commentaire cela? oui, alors je disais que notre ambition à tous, je crois, c'est d'avoir des sociétés qui ressemblent à ce qui se fait ailleurs, permettant, un, le développement du pays, deux, l'épanouissement des populations. Et dans ces contrées où on a le sentiment que l'organisation politique mise en place favorise le développement du pays et favorise l'épanouissement des populations, c'est parce qu'il y a un système de pouvoir et un système de contre-pouvoir. Et dans le système de contre-pouvoir, nous avons ces partis d'opposition, nous avons la société civile, etc., etc. Et donc, ces schémas dans lesquels on doit dissoudre des partis politiques d'opposition qui font partie du système de contre-pouvoir, je ne suis pas convaincu que cela puisse tenir sur le long terme. Et donc, je ne sais pas ce qui a motivé ce genre de décision de la part des responsables politiques, mais je pense qu'il va falloir très, très vite revenir à des schémas d'organisation qui permettent de libérer la parole, qui permettent d'exercer son droit à la liberté d'expression, son droit à la liberté d'opinion, son droit à la liberté de réunion. Ce sont des droits fondamentaux. Et, et même s'il y a une situation d'urgence, pour moi, cela ne peut même pas motiver cela. Mais si certains estiment qu'il y a une situation d'urgence qui a motivé ce genre de décision, il ne faudrait pas s'inscrire dans la durée en disant que c'est comme ça que cela doit fonctionner désormais. Il faut laisser la population
Il faut laisser la possibilité à la population, aux citoyens, de construire le système de contre-pouvoir et leur laisser la possibilité d'exercer leurs différentes libertés, en tout cas le droit à la liberté, comme ce que je viens de dire, liberté d'opinion, liberté d'expression et liberté de réunion. Donc, je ne soutiens pas ces situations où on décide de dissoudre les partis politiques et sans savoir jusque quand cette situation va durer. Merci, professeur. Cher Rodrigue, cher confrère Rodrigue, et après, on clôture avec Karel. Merci beaucoup. À la suite, professeur, moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a une sérieuse nécessité de redéfinir le rôle de l'armée dans le fonctionnement de nos États. Parce que ces dernières années, on a l'impression qu'il y a une confusion de rôle. Et l'armée, mais est-ce que c'est une confusion de rôle? Je dirais plutôt une décision prise par l'armée qui est détenteur ou qui se fait passer pour dépositaire du pouvoir depuis des décennies, de sortir donc de la cachette, de sortir des casernes pour pouvoir exercer le pouvoir. Parce que qu'en parlant du cas du Togo, j'ai parlé d'une dictature militaire à façade civile. Et donc aujourd'hui, dans les autres pays, on a compris que les différents coups d'État connus il y a quelques années et plus les situations actuelles peuvent s'expliquer sur la volonté manifeste de l'armée de quitter son rôle régalien de défense de l'intégrité territoriale pour aller à l'exercice du pouvoir. Et ça, c'est un précédent dangereux pour nos pays. Quelqu'un avait parlé dans le chat avait demandé à savoir si on peut évoluer avec une démocratie sans la violence. La démocratie ne prône pas la violence. La démocratie ne prône pas la violence. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les pseudo-évangélistes d'une démocratie qui n'existe que dans leurs propres imaginations ne peuvent pas nous tromper aujourd'hui. Parce que la simple définition de la démocratie, la démocratie qui est, comment dirais-je, pourquoi tu es parti? La simple définition de la démocratie nous permet de comprendre que chacun doit pouvoir jouer son rôle. Et dissoudre les partis politiques, c'est ouvrir la voie à une procédure qui va permettre d'asseoir un parti unique, c'est-à-dire obliger tout le monde à regarder dans la même direction, toutes les voix discordantes, et puis ça ne peut pas faire avancer les choses. Merci, Rodrigue. Merci, Rodrigue. Dissoudre les partis politiques, c'est ouvrir la voie à l'instauration de partis uniques. J'espère qu'on n'en arrivera pas à là. Avant de donner la parole à Karel, j'invite les participants vraiment de bien vouloir laisser vos impressions, vos avis dans le chat. C'est important parce qu'on voulait bien savoir vos impressions, vos avis, vos commentaires par rapport à cette rencontre, à cette session. Merci. Cher Karel, je vous donne la parole pour pouvoir Merci clôturer. beaucoup. C'est cela. Je pense que M. Rodrigue a dit quelque chose d'important quand il a parlé de contre-pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, en lieu et place de dissoudre des partis politiques, on doit vraiment en fait des contre-pouvoirs efficaces, ce qui signifie même de rendre les partis politiques plus démocratiques. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que les partis politiques eux-mêmes en interne n'arrivent pas à instaurer des systèmes démocratiques. Donc, finalement, il y a cette répercussion, on va dire, d'autoritarisme, en fait, dans l'espace public. On doit arriver à reformer la gouvernance interne. Et cette redéfinition des partis politiques doit aussi s'appliquer aux organisations de la société civile. Il faut que nos contre-pouvoirs, médias, partis politiques, société civile, activistes, etc., comprennent eux-mêmes le sens de la démocratie, appliquent ces règles démocratiques en interne, de telle sorte à pouvoir demander une reddition de comptes importante. Si aujourd'hui nous avons des sociétés civiles qui en elles-mêmes n'arrivent pas à avoir de statut clair, on reste focalisé sur le pouvoir de la personne, comment est-ce qu'on va demander à des gouvernants d'appliquer des principes démocratiques? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de créer de vrais contre-pouvoirs, élargir la base militante, inclure cette base militante-là au niveau même
des décisions, limiter le pouvoir par le pouvoir, comme Montesquieu l'a dit. Il n'y a que le pouvoir qui puisse limiter le pouvoir et avoir des plateformes participatives. Quitter la gérontocratie, quitter la plutocratie pour arriver vraiment à une vraie démocratie au niveau interne. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, merci, cher Laurent. Mais je reviens à Rodrigue. Il y a Rodrigue, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Il y a Oui, un je des suis là. participants, il y a un des participants qui voulait savoir l'appréciation et le rôle de la CEDEAO et de l'Union africaine sur le cas du Togo. Est-ce que tu peux un peu nous donner quelques éclaircissements par rapport à cela? Oui, rapidement, je dirais que ce soit au niveau de Quelques l'Union éclaircissements par rapport à africaine, cela. avec l'achat de l'Union africaine sur la démocratie, la gouvernance, la sécurité, etc., il y a un mécanisme qui est sérieusement défié par le régime en place au Togo depuis des décennies, et l'Union africaine ne pipe un seul mot pour condamner ou pour peser de tout son poids afin de mettre fin à ces dérives-là. Et quand on prend par exemple au niveau de la CEDEAO, il y a le protocole additionnel qui par exemple interdit toute modification de constitution ou de règles du jeu à 6 mois d'une échéance électorale. Mais la dernière forfaiture au Togo, le dernier coup d'État constitutionnel a été perpétré en plein cœur d'un processus électoral. On met un coup d'arrêt au processus, on change de constitution et puis on reprend le processus et la CEDEAO n'a rien dit. Et quand on prend la CEDEAO, les relations entre la CEDEAO et le Togo, je pense que ce sont des relations que nous essayons de contribuer à travers des plaidoyers à amener la CEDEAO elle-même à corriger parce que ces relations avec surtout le peuple togolais ne sont pas bien vues. Parce que déjà en 2005, c'est grâce à la CEDEAO que Faure Gnassingbé a pu succéder à son père. Il y a eu une approche de saupoudrage qui a consisté à la visite du président d'alors, Olusegun Obasanjo, au Togo avec, je crois, Mamadou Tandja qui était arrivé au Togo. Et pour dire non, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais en coulisses, c'est eux qui ont dessiné la voie pour que Faure Gnassingbé puisse organiser des élections frauduleuses et arriver au pouvoir. Je n'en veux pour preuve que les témoignages du professeur, il y a un professeur nigérien, j'oublie le nom, qui était au sommet ouest-africain organisé l'année dernière à Accra, au Ghana, en août 2024 à Accra, au Ghana, qui est revenu, le professeur est revenu sur toutes les démarches qui ont permis à Faure Gnassingbé d'accéder au pouvoir et il y a eu l'appui donc, de la CEDEAO. Donc, finalement, on comprend que la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État au-delà de tout ce qu'on dit et la commission de la CEDEAO n'a pas de voix. C'est une commission qui travaille. Il y a des diplomates, il y a des fonctionnaires qui sont vraiment qualifiés, qui font de bonnes propositions, mais au niveau du syndicat, le syndicat ne veut pas que ça passe. Et c'est là ça pose problème. Vous prenez par exemple un président comme Omar Sissoko Embalo, qui s'est dressé contre les troisièmes mandats. On l'a fait taire et aujourd'hui, vous voyez, il est lui-même candidat pour son nouveau mandat. Vous prenez par exemple le seul qui a pu briller par une question de responsabilité, de respect pour soi-même et d'intégrité, c'est Georges Weah qui, après son premier mandat, a remis le pouvoir en jeu et quand il a été battu aux élections, il a reconnu et puis il est parti vite tranquillement. Donc aujourd'hui, je pense que l'Union africaine et la CEDEAO ont une part de responsabilité dans tout ce qui se passe comme anomalie sur le continent et ce sont des organisations qui sont appelées à prendre leurs responsabilités pour que la normalité soit intégrée dans les cultures politiques et sociales en Afrique et en Afrique occidentale. Merci beaucoup, cher Rodrigue. Et s'il vous plaît, je vous demande de laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions par rapport à cette session qui a particulièrement porté sur le Togo à la croisée du chemin, défendre la démocratie et la liberté publique. Merci beaucoup à Rodrigue, notre collègue Rodrigue de Tournons la page. Merci à Karel Goli, la fondatrice et présidente de l'Organisation pour la réflexion de l'action féministe basée en Côte d'Ivoire. Merci également à professeur Ekouye David de Tournons la page. Il est agrégé et chercheur de l'Université de Lomé. Merci, chers panélistes, à vous.
Merci, chers participants. Nous sommes à la fin de notre rencontre et je vous dirai ciao, ciao.